histiocytose. Donc, je vais vous parler effectivement des atteintes neurologiques compliquant les histiocytoses. Alors, comme vous l'avez écouté ce matin, il y a deux grands types d'histiocytoses, en tout cas des histiocytoses les plus fréquentes. Donc, je parlerai des complications neurologiques qui surviennent au cours de l'histiocytose langerhansienne, principalement. Et puis, je comparerai très brièvement les atteintes neurologiques qu'on observe dans l'histiocytose langerhansienne et celles qu'on observe dans la maladie d'Erdheim-Chester, qui touchent respectivement donc plutôt l'enfant et puis l'adulte. Alors, on va commencer par les atteintes neurologiques au cours de l'histiocytose langerhansienne. Alors, on définit une atteinte neurologique de l'histiocytose comme des manifestations ou des symptômes neurologiques, cliniques ou radiologiques, liées à une atteinte intrinsèque du système nerveux, donc une maladie vraiment du système nerveux, chez des patients dont on connaît, dont on a déjà fait le diagnostic d'histiocytose langerhansienne sur un autre organe, généralement sur un prélèvement de peau ou un prélèvement d'os. Le diabète insipide, isolé, quant à lui, est considéré comme une atteinte endocrinienne. Alors, ces atteintes neurologiques compliquent 6% des histiocytoses langerhansiennes, c'est-à-dire que 6% des patients qui ont une histiocytose langerhansienne vont présenter des manifestations ou des symptômes neurologiques. Alors, on exclut de ces atteintes neurologiques les atteintes osseuses, principalement, qui vont venir comprimer le cerveau. Ici, vous voyez une atteinte du crâne qui va comprimer le cerveau. Ce n'est pas une atteinte neurologique, c'est une atteinte osseuse avec répercussions neurologiques. Et ici, sur cette image, vous voyez un patient qui a une atteinte osseuse des vertèbres, mais cette atteinte des vertèbres va grossir et comprimer la moelle épinière. La moelle épinière n'est pas touchée par l'histiocytose langerhansienne, mais c'est sa compression par l'atteinte osseuse. Donc ces formes sont exclues des atteintes neurologiques de l'histiocytose. Ah, pardon. Voilà. Et donc c'est des atteintes osseuses avec des complications neurologiques. Alors, comme cela a déjà été abordé ce matin, il y a deux formes d'atteintes neurologiques dans l'histiocytose langerhansienne, deux types de complications, la forme qui est dite tumorale et la forme pseudo-dégénérative. Très schématiquement, la forme tumorale elle est caractérisée par des boules dans le système nerveux, des cellules histiocytaires qui se mettent à proliférer. Et la forme dégénérative, il n'y a pas ces cellules qui prolifèrent, mais il y a la mort de cellules normales, de cellules neuronales, de neurones normaux. Donc, on va les voir successivement, ces deux formes. La première, donc, c'est la neurohistiocytose langerhansienne, dite tumorale, donc avec une prolifération de cellules. Ça donne, comme vous pouvez le voir sur cette image en haut à droite, une boule blanche ici dans la tête, sur laquelle on va revenir. Ça représente 50% de l'ensemble des atteintes neurologiques au cours de l'histiocytose langerhansienne. Ça touche de manière privilégiée les garçons par rapport aux filles. 1,7 garçons touchés pour une fille touchée. L'âge médian est aux alentours de 20 ans, donc ça touche plutôt l'adulte jeune. 50% des patients ont moins de 20 ans, 50% ont plus de 20 ans, mais ça peut toucher des sujets très jeunes, ça peut commencer à 1 an ou des sujets plus âgés, jusqu'à 67 ans pour l'extrême. C'est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte en dehors du système nerveux chez un tiers des patients. Donc un tiers des patients ont une atteinte exclusive du système nerveux central. Et voilà les manifestations neurologiques qu'on peut observer quand on a une forme tumorale de neurohistiocytose. Les patients vont présenter des maux de tête, des crises d'épilepsie, des paralysies principalement. Il y a d'autres signes plus rares. Ces signes n'orientent pas vers l'histiocytose langerhansienne de forme tumorale, ils orientent vers un problème tumoral au niveau du système nerveux. Ils ne sont pas spécifiques de la maladie. Alors les patients vont présenter ces symptômes, des maux de tête, des paralysies, des crises d'épilepsie. Bien là, quand ils viennent voir un neurologue, eh bien, il fait une IRM et on découvre donc ces tumeurs, ces boules dans la tête qui peuvent être uniques dans 2 tiers des cas. Ici, vous voyez une patiente qui a une lésion. Ici, c'est cette tache blanche. Il n'y en a qu'une seule. Et puis, il y a des patients qui ont plusieurs boules dans la tête, comme vous pouvez le voir chez cette patiente. Et cette IRM ici en bas, vous voyez qu'il y a plusieurs taches blanches, plusieurs boules blanches. Ça arrive chez 1 tiers des patients environ. Alors, ces boules peuvent toucher différentes structures dans le cerveau et dans le système nerveux. Le système nerveux est composé du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière. Donc ça touche les hémisphères cérébraux dans 2 tiers des cas, comme vous pouvez le voir ici chez cette patiente. Ça peut toucher les méninges, c'est-à-dire les enveloppes du cerveau, dans environ 1/4 des cas, comme chez ce patient. Ici, c'est l'enveloppe du cerveau qui est touchée, les méninges. Le tronc cérébral, une structure profonde au niveau du cerveau, ici, qui peut être touché chez un patient sur 5. Le cervelet,
ici, qui est impliqué dans la coordination des mouvements principalement, est touché chez un patient sur 10. Et puis il y a des atteintes plus rares. Donc ces boules peuvent se localiser à peu près n'importe où dans le système nerveux. Alors le patient a présenté des manifestations cliniques, on fait une IRM qui met en évidence la lésion, la boule dans le cerveau, et puis ensuite il faut traiter ces patients. Alors les traitements, on dispose de deux grands types de traitements, la chirurgie pour les formes opérables, et puis pour les formes non opérables, c'est la chimiothérapie, on en a déjà parlé ce matin, la vinblastine par exemple. Ici vous voyez un patient qui a une boule au niveau des enveloppes du cerveau, des méninges, et il va être traité par vinblastine, et vous voyez ce qu'on appelle une réponse tumorale complète, c'est-à-dire que la tumeur est complètement guérie. Et chez les patients, il y a des patients qui résistent à ce traitement, la vinblastine est inefficace. Dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle des traitements de deuxième ligne, après l'échec de la vinblastine. Et ces traitements, là aussi, on les a abordés ce matin. Il y a la cladribine ou les inhibiteurs de MAP kinase qui seront présentés un petit peu plus tard. Et donc ici, une patiente qui a une lésion profonde au milieu du cerveau, qui n'est pas accessible à la chirurgie, on ne peut pas l'opérer. Elle a été traitée par vinblastine sans succès. Et un traitement de deuxième ligne par cladribine a été utilisé. Vous voyez là aussi la boule qui a complètement, et la tache qui a complètement disparu. La patiente est guérie. En termes comment évolue cette maladie, vous voyez que dans la grande majorité des cas, la maladie évolue favorablement sous traitement. Près de 90% des patients répondent au traitement. Il y en a quelques-uns pour lesquels il faut utiliser plusieurs lignes de traitement pour arriver à les guérir. Alors là, je vous ai parlé de la forme tumorale des atteintes neurologiques de la histiocytose langerhansienne. On va parler maintenant à une forme plus compliquée, qui est la forme dite pseudo-dégénérative. Cette fois-ci, ce n'est pas des boules qu'on observe dans le cerveau, mais c'est des cellules normales qui disparaissent. On ne connaît pas très bien les mécanismes, comment ça marche. Ça représente là aussi la moitié des formes d'atteinte neurologique de l'histiocytose langerhansienne. Ça touche des patients plus jeunes, plutôt des enfants, puisque l'âge médian au diagnostic, c'est aux alentours de 10 ans. La moitié des patients ont moins de 10 ans, la moitié ont plus. Mais là aussi, il y a des patients beaucoup plus jeunes et des patients beaucoup plus âgés. Et les symptômes sont différents de ceux qu'on observe dans la neurohistiocytose langerhansienne tumorale. Là, les patients vont présenter ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux, c'est-à-dire essentiellement des troubles de la coordination motrice, des troubles de la précision motrice. Ils peuvent présenter ce qu'on appelle un syndrome pyramidal, essentiellement une raideur ou une faiblesse musculaire. Ils peuvent présenter des altérations cognitives. Ces altérations cognitives sont généralement des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de l'organisation et de la planification. Ils peuvent présenter également ce qu'on appelle un syndrome pseudobulbaire, une émotivité accrue, des troubles de déglutition notamment. Et puis il y a des symptômes plus rares et certains patients ont même des IRM anormales alors qu'ils ne présentent pas de symptômes. C'est ce qu'on observe chez 6% des patients. Alors, tout à l'heure, donc là aussi, ces patients présentent des symptômes, on va leur faire une IRM. Dans la forme tumorale, on trouve des boules au niveau du cerveau. Et là, ce n'est pas du tout ça qu'on observe chez ces patients qui présentent une neurohistiocytose langerhansienne pseudo-dégénérative. On observe cet aspect qu'on dit en cocarde. Le cervelet apparaît plus blanc qu'il devrait l'être. Et ça donne cet aspect en cocarde ici avec ce cercle blanc, ce cercle noir et puis ce cercle blanc encore à l'intérieur. Ça donne cet aspect de cocarde ou de cible qui est assez caractéristique de la maladie et qu'on observe chez 40% des patients. Les autres patients ont d'autres lésions que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Alors là aussi, on a fait le diagnostic clinique, on a fait l'IRM qui plaide pour le diagnostic. On a aussi bien sûr un diagnostic pathologique, généralement sur un autre organe. Et puis ensuite, il faut traiter les patients. Alors, les traitements marchent très bien dans les formes tumorales. En revanche, dans les formes dégénératives, nos traitements sont moins efficaces. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées. On a testé quasiment tous les médicaments qui sont utilisés dans les tumeurs, les immunosuppresseurs, les corticoïdes, les immunomodulateurs, les chimiothérapies, la radiothérapie, d'autres médicaments comme l'acide tout-trans-rétinoïque. Et vous voyez, l'efficacité n'est vraiment pas évidente. Et puis actuellement, on évalue les thérapies moléculaires ciblées, comme on a mis en évidence chez plus de la moitié des patients des mutations de BRAF. On utilise les thérapies moléculaires ciblées. Alors là, une expérience sur laquelle reviendra probablement Jean, de patients pédiatriques, 16 patients qui présentaient une forme pseudo-dégénérative d'histiocytose langerhansienne avec une mutation BRAF, et ils ont été traités par les inhibiteurs de la voie des MAP kinases, les inhibiteurs de BRAF.
seuls ou associés à des inhibiteurs de MEK. Ils ont eu des traitements, c'est une analyse qui est encore en cours, qui est assez difficile, puisque les traitements ont été hétérogènes. Il y a plusieurs inhibiteurs de BRAF et plusieurs inhibiteurs de MEK. C'est hétérogène aussi dans le moment de l'instauration du médicament. Certains patients l'ont eu relativement tôt dans leur maladie, d'autres plus tard. Ce qu'on réussit à mettre en évidence, c'est qu'en tout cas, un des traitements semble mieux toléré que les autres. Et l'efficacité, pour l'instant, les résultats sont encore incertains. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration significative sur l'autonomie, qui est un des paramètres clés de l'évaluation. Il est très probable qu'on puisse stabiliser cette maladie. Bon, il y a des analyses complémentaires à faire pour vraiment apprécier l'effet de ces traitements sur l'évolution de la maladie pseudo-dégénérative. Alors, comment elle évolue, cette maladie? Là aussi, c'est grâce au registre du groupe d'études des histiocytoses qu'on arrive à avoir ces données. On sait que la maladie, quand elle n'est pas traitée, en tout cas, elle évolue de manière lentement progressive, avec des handicaps qui vont s'accumuler au cours de la vie des patients, et ça de manière hétérogène, des patients qui vont évoluer très rapidement, d'autres patients qui vont évoluer très lentement. Et parmi l'un des indicateurs clés, c'est la perte de la marge. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe ici, on voit que la perte de la marge est observée chez 25% des patients 15 ans après le diagnostic de la forme neurodégénérative. Les patients peuvent présenter aussi au cours de leur évolution, en plus du handicap moteur, des handicaps cognitifs, des troubles du comportement, et chez les patients plus jeunes, on peut même observer des déscolarisations. Alors, je vous ai parlé là de l'histiocytose langerhansienne, de la forme tumorale et de la forme pseudo-dégénérative, et je vais être un peu plus bref sur la maladie d'Erdheim-Chester, qui touche là plutôt l'adulte et qui a beaucoup de points communs avec l'histiocytose langerhansienne, du moins sur l'atteinte neurologique. Donc là, dans ce tableau, je fais une comparaison des deux maladies, l'histiocytose langerhansienne à gauche, la maladie d'Erdheim-Chester à droite. Donc vous avez compris que l'histiocytose langerhansienne, c'était plutôt une maladie de l'enfant, la maladie d'Erdheim-Chester, plutôt une maladie de l'adulte. L'anatomopathologie est différente, ce qui permet de différencier les deux maladies. Et puis, elles ont des points communs. Donc l'altération de BRAF, on en a parlé. Les signes neurologiques, dans les deux maladies, il y a des signes liés à des lésions tumorales et puis des signes qui sont liés à des lésions pseudo-dégénératives. Sur le plan radiologique, eh bien, là aussi, on a à la fois des lésions pseudo-dégénératives et des lésions tumorales. Il y a une particularité dans la maladie d'Erdheim-Chester, c'est qu'il y a des atteintes en plus des vaisseaux, des artères à destinée crânienne ou intracrânienne. Et en termes concernant le traitement, là aussi, il y a un point commun. Les lésions tumorales répondent très bien au traitement. Les lésions pseudo-dégénératives, quant à elles, répondent beaucoup moins bien aux différents traitements qu'on peut utiliser dans cette maladie. Alors pour conclure, et je pense que vous l'avez compris au fil des diapositives, les atteintes tumorales de l'histiocytose posent relativement peu de problèmes, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. En revanche, les lésions pseudo-dégénératives posent énormément de problèmes, parce que c'est une maladie rare. C'est 5% des histiocytoses langerhansiennes, donc la rareté dans les maladies rares. C'est retardé par rapport à l'atteinte systémique. Il faut essayer d'identifier ces patients qui sont, on sait par exemple que l'atteinte de la base du crâne et des orbites, l'atteinte de diabète insipide et les mutations de BRAF sont des facteurs de risque de développer ces formes pseudo-dégénératives. C'est une maladie lentement progressive, donc il faut qu'on puisse développer des outils qui nous permettent d'évaluer l'efficacité de nos traitements. Donc il y a bien sûr l'examen clinique, les examens d'IRM, mais c'est assez insuffisant pour apprécier l'évolution de la maladie et apprécier l'effet de nos traitements. On n'a pas de traitement standard. Bien sûr, on met beaucoup d'espoir dans les inhibiteurs de la voie des MAP kinases. En tout cas, leur efficacité est moindre par rapport à leur efficacité dans les formes tumorales. Est-ce qu'il faut les instaurer de manière précoce? Voilà, c'est des questions qui restent encore en suspens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions.